On a vu qu'il y avait deux problèmes avec la théorie de la gravitation de Newton. Un qui concerne Mercure. Alors, si on observe ce que fait Mercure, Mercure tourne autour du Soleil sur une orbite elliptique, mais ne repasse pas sur la même orbite d'un tour à l'autre du Soleil. Alors, on appelle ça la rotation du périhélie de Mercure. C'est comme si le point le plus proche du Soleil, le périhélie, tournait autour du Soleil. Alors, initialement, on a regardé si ce n'était pas l'influence gravitationnelle des planètes proches, comme Vénus et la Terre. On a vu qu'une partie du mouvement de Mercure qui était due à cette attraction-là, mais il reste une composante de la rotation du périhélie qui ne peut pas être expliquée à l'aide des lois de Newton. L'autre problème est plus d'ordre philosophique, c'est le fait que la gravité agit instantanément entre deux objets qui ont des masses selon Newton. Or, on avait vu la catastrophe cosmique. Si vous avez le Soleil qui disparaît, on va arrêter, selon Newton, de sentir sa gravité instantanément, alors que ça va prendre 8 minutes avant de voir le Soleil disparaître, ce qui est problématique. Alors, Einstein voit ces deux problèmes-là et va tenter de les résoudre. Avant de vous parler de la théorie de la gravitation d'Einstein, qui s'appelle la relativité générale, on n'a pas le choix de parler de la relativité restreinte. Donc ça, c'est la première théorie qu'Einstein a établie en 1905, qui est une théorie de l'espace-temps. Alors, pour vous présenter cette théorie-là le plus rapidement possible, on va partir de postulats. Donc, un postulat, c'est quelque chose qu'on suppose qui est vrai. On regarde c'est quoi les conséquences, et les conséquences, on peut les vérifier. Si les conséquences des postulats sont observées, on va à ce moment-là dire que les postulats sont vrais. Le premier postulat, à la base de la relativité d'Einstein, c'est ce qu'on appelle le principe de relativité, qui nous dit tout simplement qu'il n'y a aucune expérience qui peut nous permettre de savoir si on est dans un train qui se déplace en ligne droite et à vitesse constante ou dans un train au repos. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans un train TGV, idéalement sur un rail très, très doux. Donc, il n'y a pas de bosse, il n'y a pas de virage, le train va en ligne droite et vous lancez une balle en l'air. Si vous lancez une balle en l'air, la balle retombe dans votre main directement, comme si le train était au repos. Toutes les expériences que vous allez pouvoir faire dans le train vont vous donner les mêmes résultats que si le train était au repos. Donc, il n'y a aucune façon pour vous, si les rideaux sont fermés, de savoir si le train est en mouvement ou au repos. Même des expériences d'électricité, de magnétisme avec la lumière ne vous permettraient pas de déduire que vous êtes en mouvement à vitesse constante en ligne droite plutôt qu'au repos. Ça, c'est le premier postulat. Le deuxième, lui, il vient de la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell qui a été établie au 19e siècle. C'est un résultat de la théorie électromagnétique qui nous dit que la lumière doit aller à la même vitesse peu importe la vitesse de la source de lumière et la vitesse de l'observateur. Et ça, c'est contre-intuitif parce que si vous avez quelqu'un qui vous lance un objet et que la personne, en plus, se dirige vers vous au moment où il vous lance l'objet, ben, l'objet, sa vitesse, ça va être la vitesse que l'objet a par rapport à la personne, plus la vitesse de la personne par rapport au sol. Donc, les vitesses s'additionnent quand il s'agit d'objets matériels. S'il s'agit de la lumière, ce n'est pas le cas. Autrement dit, si vous avez quelqu'un qui se déplace très, très vite vers vous, à la moitié de la vitesse de la lumière, par exemple, avec un laser, ben, la vitesse que vous allez mesurer pour la lumière venant du laser, ce ne sera pas une fois et demie la vitesse de la lumière. Autrement dit, la vitesse de la source ne s'additionne pas à la vitesse de la lumière. Vous allez mesurer 300 000 km par seconde, qui est la vitesse de la lumière, peu importe la vitesse de la source, que la source s'approche, qu'elle s'éloigne. Et même si c'est vous qui vous déplacez vers la source ou vous en éloignez, vous allez mesurer toujours la même vitesse, 300 000 km par seconde. Ça, on a des bonnes raisons de croire que c'est vrai. Il y a des expériences, il y a des observations qui ont été faites en lien avec les lunes de Jupiter, donc le temps que prend une lune de Jupiter pour réapparaître derrière Jupiter, ça nous permet de déduire que la vitesse, elle est la même, que la Lune soit en train de se diriger vers nous, la Lune de Jupiter, ou de s'éloigner. Donc, on a des bonnes raisons de croire que ce postulat-là est vrai. Quand on combine les deux postulats, ça devient explosif. Une bonne façon de voir une conséquence, c'est d'imaginer une horloge
assez particulière qu'on appelle une horloge à photons. Qu'est-ce que c'est? Premièrement, un photon, c'est une particule de lumière. Alors, une horloge à photons, c'est tout simplement deux miroirs parallèles et vous avez un photon qui fait des allers-retours entre les miroirs. Et là, vous pouvez imaginer qu'à chaque fois que le photon fait un aller-retour, l'horloge fait tic. Donc, vous avez le photon qui fait ça, puis ça fait tic, 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 tic. Et chaque tic est relié à un avancement de l'aiguille de l'horloge. Donc, l'horloge pourrait être graduée en millionièmes de seconde si la distance entre les miroirs n'est pas si grande que ça, parce que le photon va très vite, 300 000 km par seconde. Alors, vous avez là un appareil qui vous permet de mesurer le temps. Ce qui arrive, par contre, c'est que si l'horloge, vous l'imaginez être dans un train qui se déplace rapidement, alors vous avez ici une horloge en mouvement dans un train qui se déplace devant vous, bien, la lumière, le photon, si on veut qu'il reste entre les miroirs, il n'y a pas le choix de se déplacer à angle. Parce que si le photon fait des allers-retours verticaux, ben, l'horloge va se déplacer puis le photon va sortir de l'horloge. Donc, si le photon reste dans l'horloge, c'est qu'il se déplace à angle comme ça. Or, s'il se déplace à angle, la distance qu'il a à parcourir pour un aller-retour, elle est plus grande que si l'horloge est au repos. Donc, vous voyez la distance qu'il a à parcourir ici. Ce sont des hypoténuses de triangle, donc c'est plus long qu'un côté du triangle. Alors, si la distance est plus longue et que la lumière va toujours à la même vitesse, ça fait que les tics vont être plus espacés dans l'horloge en mouvement. Donc, si l'horloge au repos fait tic, 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 l'horloge en mouvement va faire tic, tic, tic. Donc, l'horloge en mouvement indique un temps qui s'écoule plus lentement. Bon, là, vous pourriez dire, c'est parce que c'est une horloge particulière, une horloge à photons. Si je prenais une horloge mécanique, un très bon chronomètre, et que j'allais le mettre sur l'horloge, ça ne m'indiquerait pas le même temps. Or, le principe de relativité vous dit que l'horloge mécanique ou le chronomètre très précis que vous utiliseriez, il n'y a pas le choix d'indiquer la même chose que l'horloge à photons. Parce que si vous allez mettre un chrono ultra précis, chrono standard, sur l'horloge à photons et qu'il ne vous indique pas la même chose, c'est signe que vous êtes dans un train qui se déplace. Or, le premier postulat vous dit que c'est impossible de déduire que vous êtes en mouvement à vitesse constante, en ligne droite, ou au repos. Alors, si votre horloge standard vous indiquait un temps différent de l'horloge à photons, vous auriez là une façon de déduire votre mouvement, ce qui est impossible selon le premier postulat. Donc, l'horloge régulière standard n'a pas le choix d'indiquer la même chose que l'horloge à photons. Alors, si vous poussez ça plus loin, vous pourriez dire que votre corps, il y a une horloge dedans, votre horloge biologique. Il y a des processus métaboliques qui prennent du temps. Ces processus-là seraient aussi ralentis. Autrement dit, votre cœur battrait plus lentement si vous étiez dans un train qui se déplace rapidement parce que le temps s'écoule plus lentement dans ce train-là. Ma barbe pousserait plus lentement si j'étais dans un train qui se déplace rapidement sur des rails. Bon, le rapidement est important là, pour que ça fasse une différence. Il faut vraiment que la vitesse soit comparable à la vitesse de la lumière. Parce que si le train ne se déplace pas si vite que ça, ben, l'horloge n'a pas le temps de se déplacer beaucoup pendant un aller-retour. Et à ce moment-là, les temps sont presque identiques, celui dans le train en mouvement et celui dans le train au repos. Alors, il faut vraiment que les vitesses soient importantes. Or, les vitesses que les humains atteignent sont des fractions infimes de la vitesse de la lumière, ce qui fait que cet effet-là, qu'on appelle de dilatation du temps, il est très difficile à mesurer dans la vie de tous les jours. En fait, il a été mesuré dans certains processus avec des particules élémentaires. Donc, vous avez des muons, qui sont des particules qui ont la particularité de vivre pendant un certain temps, pendant une fraction de seconde très précise quand on les produit dans le labo. Ils se désintègrent en autre chose après un certain temps. Or, les muons sont produits en haute atmosphère quand il y a des rayons cosmiques qui arrivent de l'espace. Donc, il y a des muons qui sont produits et ces muons-là ont des vitesses très grandes vers la Terre. Et normalement, le temps que prennent les muons pour se désintégrer ne devrait pas leur permettre d'atteindre la Terre. Ils devraient se désintégrer avant d'atteindre la Terre.
Or, ils réussissent à atteindre la Terre, la raison étant que leur horloge à eux, étant donné qu'ils se déplacent rapidement, va plus lentement. Donc, le pulmon qui est supposé se désintégrer après 2 microsecondes, ben, il se désintègre peut-être après 4 microsecondes finalement. Et ça lui permet d'atteindre la Terre. Autrement dit, c'est vérifié, ce phénomène-là de dilatation du temps, il existe. Alors, c'est la conséquence qui va nous intéresser ici. Le temps s'écoule plus lentement pour un observateur en mouvement. On dit que l'humain qui a bénéficié le plus dans l'histoire de ce phénomène-là, c'est un astronaute, je pense russe, il faudrait que je vérifie, qui est en orbite assez longtemps autour de la Terre à une grande vitesse. Alors, on calcule que, étant donné la vitesse qu'il a eue pendant un certain temps, qu'il a gagné 2 millièmes de seconde ou 2 centièmes de seconde par rapport à tout le monde qui sommes restés sur la Terre, à cause de la grande vitesse qu'il avait. Donc, vous voyez, c'est infime pour les mouvements à l'échelle humaine. Il y a une façon de comprendre, de résumer la relativité restreinte d'Einstein en une seule phrase, qui n'est pas parfaite, mais pour ce que nous autres, on veut faire, ça fait être suffisant, c'est de dire que tous les objets vont à la même vitesse, la vitesse de la lumière, tout le temps, mais pas dans l'espace, dans l'espace-temps. Puis l'espace-temps, on peut représenter ça comme étant un graphique du temps écoulé selon l'objet, donc sur la montre de l'objet. On associe des montres aux objets, donc même une roche peut avoir une montre. Okay? On a de l'imagination. Donc le temps écoulé selon l'objet, ce qu'on appelle aussi le temps propre, et la distance parcourue sur un axe horizontal ici. Alors, commençons avec un objet qui ne se déplace pas. Un objet qui ne se déplace pas dans l'espace. L'objet qui ne se déplace pas dans l'espace, l'objet au repos, lui, on va dire qu'il se déplace uniquement dans le temps. Okay? Les objets vont à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps. Donc, un objet qui est au repos, on va dire qu'il se déplace, pas dans l'espace, mais dans le temps. Alors, pendant un certain temps, mettons 10 secondes, notre objet se déplace dans le temps, ce qui fait que le temps qui est écoulé selon l'objet, c'est le temps qu'on mesure ici. Okay? Donc, ce serait 10 secondes. Maintenant, si on a un objet qui se déplace dans l'espace, ben ça, dans le diagramme d'espace-temps, ça va être représenté par une droite oblique. On a un objet qui est lent, qui parcourt une certaine distance pendant nos 10 secondes que nous, on observe de l'extérieur. Mais pour l'objet, le temps qui s'est écoulé, c'est le temps qui est ici. Alors, vous voyez que le temps qui est écoulé pour l'objet, il est plus petit que le temps écoulé pour un objet au repos, à cause qu'une portion du mouvement qui se fait dans l'espace, il y a une portion plus petite qui est effectuée dans le temps, donc le temps écoulé est plus petit pour cet objet-là. L'objet qui va plus vite, l'objet rapide, ben lui, il parcourt une plus grande distance dans l'espace, ce qui fait que ça lui laisse moins de parcours dans le temps, donc lui, il va mesurer un temps encore plus petit qui a été écoulé. Et le cas extrême, c'est la lumière. La lumière, elle, va à la vitesse de la lumière, mais dans l'espace. Ce qui fait que la lumière, elle, il n'y a aucun temps qui s'écoule pour elle. La lumière va à la vitesse de la lumière dans l'espace, ce qui fait qu'elle n'a aucune composante qui s'écoule dans le temps. Donc, le temps ne s'écoule pas pour un photon. Si vous pouviez aller à la vitesse de la lumière, le temps s'arrêterait. Or, la théorie d'Einstein, avec l'équation E égale mc carré, vous dit que vous auriez besoin d'une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Donc, c'est impossible. L'énergie infinie n'est pas disponible. Alors, un objet qui a une masse ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. En tout cas, dans l'espace. Okay. Les objets vont tous à la vitesse de la lumière dans l'espace-temps, mais dans l'espace, il y a juste la lumière qui peut aller à la vitesse de la lumière. Alors ça va être notre résumé de la relativité restreinte. Maintenant, allons voir la théorie de la gravité d'Einstein qui s'appelle la relativité générale. Donc, Einstein, pendant 10 ans, presque 10 ans, va travailler là-dessus. Il va essayer de généraliser son idée de relativité pour inclure la gravité. Et l'idée, là, en fait, ce qu'Einstein va qualifier de l'idée la plus heureuse de sa vie, c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Très, très simple. Le principe d'équivalence nous dit en gros que vous pouvez imiter la gravité avec une accélération. Autrement dit,
Si vous aviez une fusée qui accélère dans l'espace intersidéral, loin de toute étoile, toute planète, donc à un endroit où il n'y a pas de gravité, bien, si la fusée, vous lui donnez la bonne accélération, vous seriez capable d'imiter la gravité qu'il y a sur Terre. Cette accélération-là, là, pour ceux qui ont fait un peu de physique, qui s'en rappellent, c'est 9,8 mètres par seconde carré. Si votre fusée accélère à 9,8 mètres par seconde carré dans l'espace intersidéral, tout ce que vous allez faire comme expérience dans la fusée va vous donner les mêmes résultats que si votre fusée était sur la Terre, au repos, en présence de gravité. Si vous laissez tomber un objet, l'objet va tomber avec une accélération de 9,8 mètres par seconde carré. Okay? L'objet, en fait, il est au repos. T'sais, par rapport à nous qui sommes à l'extérieur, ici à gauche, l'objet, il est là et il ne bouge pas, mais la fusée accélère vers le haut. Donc, quelqu'un qui est dans la fusée voit l'objet tomber. Toutes les autres expériences, ça pourrait être des expériences d'électricité, de biologie, donneraient les mêmes résultats que si vous étiez sur la Terre, dans la fusée, fermée, au repos. Donc, aucune façon pour vous qui vous permet de savoir si vous êtes dans une fusée au repos, à la surface de la Terre, ou dans une fusée dans l'espace qui accélère vers le haut. Ici, on parle de fusée, mais vous comprendrez que ce n'est pas ces termes-là qu'Einstein a utilisés dans les articles qu'il a publiés. Là. Donc, c'est un peu plus... nous autres, on romance ça un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que on pourrait imaginer une expérience faite avec de la lumière. Autrement dit, si on fait un trou dans notre fusée et qu'on laisse entrer un faisceau lumineux, ben, si la fusée accélère dans l'espace intersidéral vers le haut, le faisceau lumineux, lui, pour nous qui sommes à l'extérieur, il va en ligne droite, il est horizontal. Si la fusée accélère vers le haut, on devrait voir de l'intérieur de la fusée le faisceau qui tombe. Le principe d'équivalence nous dit que la même chose devrait donc se produire sur la Terre dans la fusée au repos. Donc, le faisceau lumineux devrait courber vers la Terre à cause de la gravité. Donc, la gravité devrait pouvoir faire courber un rayon lumineux à la surface de la Terre. Vous comprendrez que c'est extrêmement difficile à mesurer. Si je sors ici avec un laser que je projette parallèle à la surface de la Terre, la distance qu'il va devoir parcourir avant qu'on puisse le voir courber, elle est immense. C'est pratiquement pas mesurable. Mais ce phénomène-là a été mesuré à l'échelle astronomique. Effectivement, les objets massifs, avec leur gravité, peuvent faire courber la lumière. Donc, qu'est-ce que ça implique pour la gravité, tout ça? Ben, voici un faisceau lumineux émis par une lampe de poche. Le faisceau lumineux, il y a une épaisseur. La partie du haut du faisceau, pendant un certain temps, parcourt une plus grande distance que la partie du bas. Okay, on pourrait imaginer ici que le faisceau fait un arc de cercle, donc le centre du cercle est plus bas ici. Donc, clairement, la partie du haut a un rayon plus grand dans ce cercle-là, va donc avoir parcouru une distance plus grande ici que la distance parcourue par la partie du bas du faisceau. Donc, la partie du bas correspond à une plus courte distance, mais on ne peut pas dire que c'est parce que la lumière va plus lentement dans la partie du bas que la distance parcourue est plus courte. Einstein nous dit dans sa théorie de la relativité restreinte, la première, que la lumière va à la même vitesse toujours. Okay? Donc, si on veut que la lumière ait toujours la même vitesse, à ce moment-là, la seule façon d'expliquer pourquoi la distance parcourue dans la partie du bas est plus courte, c'est que le temps s'écoule plus lentement proche de la surface de la Terre. Plus on se rapproche de la surface de la Terre, plus le temps s'écoule plus lentement. Donc, la partie du bas du faisceau, dans la partie du bas, le temps s'écoule plus lentement. Donc, la lumière parcourt une plus courte distance dans un même temps. Alors, voici l'explication de la courbure du faisceau selon Einstein. C'est dû au fait que le temps s'écoule plus lentement près de l'objet massif qui cause la gravité.
Donc, la conséquence du principe d'équivalence et de la relativité restreinte, c'est que le temps s'écoule plus lentement près de la surface de la Terre. Bon, ici, on se contente de parler de la Terre de façon plus générale. Aussitôt que vous avez un objet massif, ça peut être une étoile, ça peut être une autre planète, ça peut être une lune, la gravité qui est provoquée par cet objet-là va provoquer ce phénomène-là de temps qui s'écoule différemment selon la distance à laquelle vous êtes de l'objet en question. Alors ça, c'est confirmé aussi. On appelle ça la dilatation du temps d'origine gravitationnelle. Alors, le temps s'écoule plus lentement à la surface de la Terre qu'en altitude. La différence, elle est infime là, pour la Terre. En fait, on a quand même besoin de tenir compte de cette correction-là pour les GPS. Donc, les GPS sont en altitude, les satellites GPS très, très hauts. Alors, le temps s'écoule plus vite dans les GPS qu'à la surface de la Terre. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix d'appliquer une correction du temps. Il faut tenir compte du fait que le temps s'écoule plus rapidement pour les GPS. Si on ne fait pas cette correction-là, nos GPS sont complètement à côté dans leur prédiction des positions. Donc, c'est confirmé. Maintenant, comment on va appeler ça, cette distorsion-là du temps causée par un objet massif? On va appeler ça la courbure du temps. Et ce qu'on peut démontrer, c'est que la courbure du temps explique la chute des objets à la surface de la Terre. Autrement dit, notre explication des phénomènes dus à la gravité, pour Einstein, ça devient lié à cette courbure-là du temps, au fait que le temps s'écoule différemment selon la distance à laquelle vous êtes de la Terre. Alors, complétons ce qu'on a ici. En haut, bon, conséquence de la théorie de la relativité restreinte est que le temps s'écoule plus lentement pour un objet en mouvement. C'est notre résumé de la relativité restreinte. Ensuite, conséquence du principe d'équivalence et de la relativité restreinte est que le temps s'écoule plus lentement près de la surface de la Terre qu'en altitude. Et de façon plus générale, on peut dire qu'un objet massif courbe le temps dans son environnement. Bon, maintenant, premièrement, si vous avez déjà entendu parler de relativité générale, ce que vous avez probablement vu et aimé comme analogie, c'est celle de la boule de quille sur une nappe. Donc, on dit le soleil est comme la boule de quille. Alors, le soleil courbe la nappe, donc fait un trou dans la nappe, et la nappe représente l'espace. Et la Terre est une bille qui se déplace sur la nappe. Alors, la Terre veut aller en ligne droite sur la nappe, mais la nappe est courbée, donc la Terre finit par avoir une trajectoire qui est courbe. C'est une belle analogie, mais qui est erronée. Je suis désolé de vous dire ça. C'est erroné parce que la gravité, là, c'est principalement dû à la courbure du temps et non pas la courbure de l'espace. La courbure de l'espace, ça existe. On va en parler tantôt. La courbure de l'espace, c'est elle qui nous permet de comprendre pourquoi Mercure a l'orbite qu'elle a. Elle est confirmée. Mais à notre échelle, la courbure de l'espace, elle est infime comparativement à la courbure du temps. Donc vraiment, là, si vous laissez tomber un objet à la surface de la Terre, Einstein va vous dire pourquoi il tombe en parlant de la courbure du temps. La courbure de l'espace, elle est complètement négligeable à cette échelle-là. Alors que dans l'analogie de la boule de quille, c'est vraiment de la courbure de l'espace qu'on montre. La courbure du temps, on n'est pas capable de montrer ça à l'aide d'une image comme ça. C'est malheureux, mais c'est ça.